Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des récits vraiment fondateurs qui ont façonné des cultures entières. Je pense aux histoires de la Bible sur les origines d'Israël. Oui, les patriarches, l'Exode, la conquête de Canaan. Exactement. Ce sont des récits très puissants, mais la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'ils dialoguent avec ce que l'archéologie, elle, découvre sur le terrain? C'est euh, c'est vraiment la question centrale. La Bible, c'est un monument littéraire, spirituel bien sûr, mais elle se présente aussi comme un récit historique ancré dans le réel. Hmm, Et justement, nos sources principales aujourd'hui, tirées du livre La Bible dévoilée d'Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman, elles confrontent directement ce récit biblique aux données archéologiques. Enfin, aux données accumulées depuis des décennies de fouilles. d'accord. Donc notre objectif, si je comprends bien, c'est d'explorer les arguments de ces archéologues parce qu'il suggère que plusieurs de ces récits fondateurs, même s'ils sont essentiels culturellement, eh bien, ils ne seraient peut-être pas un compte-rendu factuel direct. C'est ça. L'idée est d'examiner ce que les vestiges matériels nous apprennent sur l'émergence d'Israël, puis des royaumes de Juda et d'Israël, en se basant sur les interprétations de Finkelstein et Silberman. Ok. Eux, ils soutiennent vraiment qu'un regard neuf sur l'ensemble des découvertes, anciennes et nouvelles, eh bien, ça oblige à repenser assez radicalement la façon dont la Bible a été composée et même l'histoire de l'ancienne société israélite. C'est une perspective qui bouscule un peu l'image traditionnelle, oui. Alors, entrons dans le vif du sujet. On va suivre un parcours plutôt thématique. On commence par les figures des patriarches, puis on parlera de l'Exode, de la conquête, des royaumes, de l'exil et du retour. D'accord. Et à chaque fois, on essaiera de confronter le récit biblique avec les conclusions archéologiques, telles que Finkelstein et Silberman les présentent. Oui, et il faut préciser que leur travail s'appuie sur énormément de fouilles, ils intègrent différentes méthodes de datation, tout en reconnaissant bien sûr les débats et les incertitudes qui existent en archéologie, notamment sur la chronologie exacte. Hmm. Mais un point clé de leur thèse, vraiment central, c'est que beaucoup de ces textes fondateurs auraient été écrits, ou en tout cas compilés, bien plus tard que les événements qu'ils racontent. Principalement à Jérusalem, au 8e siècle avant notre ère. D'accord, ça c'est une clé de lecture importante à garder en tête. Alors commençons par les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. La Genèse nous raconte leur parcours, depuis la Mésopotamie jusqu'en Égypte. Elle ancre leur vie dans des lieux très précis en Canaan. Absolument. La Bible leur donne euh, une réalité terrestre très forte. Mais Finkelstein et Silberman soulignent d'emblée, eh bien, l'absence totale de preuves archéologiques directes. Rien qui confirme l'existence historique de ces individus à l'époque où ils sont censés avoir vécu, c'est-à-dire l'âge du bronze moyen vers 2000-1550 avant Jésus-Christ. Aucune trace matérielle vraiment indubitable. Non, rien de direct. Et au-delà de cette absence de preuves, il pointe aussi des éléments dans le texte biblique lui-même qui ne colleraient pas avec cette époque ancienne. Des anachronismes. Exactement, des anachronismes. C'est un point important. Par exemple, l'usage très courant des chameaux domestiqués pour le transport en caravane, sur de longues distances, comme c'est décrit dans la Genèse. Oui. Eh bien, l'archéologie, elle, montre que cette pratique, elle ne devient vraiment significative dans la région qu'après l'an 1000 avant Jésus. Donc plusieurs siècles après l'époque supposée d'Abraham. D'accord, c'est un décalage net. Et il y a l'exemple des Philistins aussi qu'il cite. Oui, tout à fait. La mention des Philistins dans les récits sur Abraham ou Isaac. Or, on sait que les Philistins, qui font partie des fameux peuples de la mer, ils ne s'installent sur la côte sud de Canaan qu'à partir du XIIe siècle avant Jésus. Donc bien après l'époque supposée des patriarches. Voilà. Leur présence dans un récit censé se dérouler bien avant, c'est un indice fort, selon les auteurs, que la rédaction de ces textes est plus tardive. Donc, si on suit leur raisonnement, ces détails suggèrent que la saga des patriarches, telle qu'on la lit, elle aurait été composée, ou au moins mise en forme, des siècles après l'époque qu'elle décrit. C'est leur conclusion, oui. Ils voient ça comme une œuvre littéraire, très réussie, très puissante, mais qui projetterait dans un passé lointain les réalités géographiques, sociales et peut-être aussi les préoccupations politiques du royaume de Juda, mais au 7e siècle avant Jésus-Christ. Hmm. Par exemple, la bénédiction finale de Jacob dans la Genèse, qui soulignait la prééminence de la tribu de Juda, pour eux, c'est un indice assez clair d'une origine rédactionnelle judéenne, et donc tardive. D'accord. Passons maintenant à un autre récit fondateur absolument majeur, l'Exode.
Moïse, l'esclavage en Égypte, les 10 plaies, la sortie spectaculaire, on parle de 600 000 hommes, la traversée de la mer des roseaux, le don de la loi au Sinaï, 40 ans dans le désert. C'est vraiment le cœur de la Torah. Ah oui, un récit de libération qui est absolument central dans l'identité juive et chrétienne. Mais là encore, Finkelstein et Silberman opposent un constat archéologique assez radical. C'est-à-dire? Malgré des recherches très intensives menées par de nombreux archéologues, en Égypte, dans le Sinaï, eh bien, aucune trace matérielle n'a été trouvée qui confirmerait une migration massive d'esclaves sémites hors d'Égypte, ni une errance prolongée d'un si grand groupe dans le désert du Sinaï à l'époque du Nouvel Empire égyptien. Le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'époque souvent associée à Ramsès II. C'est ça. On n'a pas trouvé de vestiges de campement à grande échelle, pas de poterie spécifique, rien qui attesterait d'un tel passage, à cette période précise. Rien du tout. Non. Et les sites qui sont mentionnés dans l'itinéraire biblique de l'Exode, eh bien, souvent, soit on ne sait pas où ils sont, soit les sites qu'on pourrait identifier étaient inhabités au bronze récent. Et du côté égyptien? Des documents qui parleraient de ça? Non plus. Aucun document égyptien de l'époque ne mentionne les Israélites en tant qu'esclaves, ni leur fuite massive, ni d'ailleurs la perte d'une armée dans la mer des roseaux ou ailleurs. D'accord. Alors, si ce récit manque de fondement archéologique direct, comment Finkelstein et Silberman expliquent son origine? D'où vient cette histoire si puissante? Alors il note quand même que des prophètes plus anciens, comme Amos ou Osée au 8e siècle, évoquent un lien, un souvenir lié à l'Égypte. Mais il pense que le récit détaillé, l'épopée de l'Exode telle qu'on la connaît, avec tous ses détails, aurait vraiment pris forme plus tard, au 7e siècle avant Jésus. Il remarque d'ailleurs que les détails géographiques les plus précis et cohérents dans le récit de l'Exode, ils correspondent mieux au contexte géopolitique et aux connaissances géographiques du 7e siècle. Et dans quel but ce récit aurait été composé, ou en tout cas amplifié, à ce moment précis au 7e siècle? Selon eux, il aurait servi le programme politique et théologique du roi Josias de Juda. À cette époque, l'Égypte redevient une puissance influente dans la région. Ah oui! Donc, ce récit de IHW qui triomphe du pharaon, ça affirmait la supériorité du Dieu d'Israël. Ça légitimait aussi les ambitions de Josias, qui voulait unifier tout Israël, le nord et le sud, sous son autorité, et imposer le culte unique à Jérusalem. C'est une saga de libération, un nouveau départ, qui devait résonner très fort avec les espoirs de restauration nationale de cette époque. D'accord, je vois le lien. Après l'Exode et le désert, la Bible décrit la conquête de Canaan par Josué. Là aussi, un récit très fort, une campagne militaire rapide, souvent violente, la chute de Jéricho, la prise d'Aï, la bataille de Gabaon, la destruction de cités canaaniennes. Oui, une autre étape clé de la fondation d'Israël sur sa terre. Et là encore, l'archéologie, telle qu'interprétée par Finkelstein et Silberman, elle conteste l'idée d'une conquête militaire unifiée et rapide à la fin du Bronze récent, donc vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il conteste comment? Par rapport aux sites mentionnés. Oui, prenons les exemples les plus célèbres. Jéricho. À cette époque, ce n'était pas une ville fortifiée importante, peut-être même très peu habitée. Haï, un autre site clé de la conquête, était en ruine depuis des siècles déjà. Ah oui, donc ça remet sérieusement en question les récits de sièges et de batailles pour ces lieux précis. Mais on sait qu'il y a eu des destructions dans d'autres cités cananéennes à cette période, non? Assor, Lachish. Tout à fait. Des destructions, il y en a eu, c'est indéniable. On en trouve à Assor, Lachish, Megiddo et d'autres. Le problème, c'est qu'elles s'étalent sur près d'un siècle, entre la fin du XIIIe et le début du XIIe siècle. Pas une seule campagne rapide, donc? Non. Elles semblent plutôt résulter de causes multiples. Peut-être des conflits locaux entre cités, des crises internes, des problèmes climatiques, et aussi l'arrivée de nouveaux groupes comme les Philistins sur la côte. Ça ne dessine pas du tout le tableau d'une campagne unique menée par un seul groupe d'envahisseurs venus de l'extérieur. C'est plutôt un effondrement généralisé et progressif du système des cités-États cananéens de l'âge du bronze. D'accord. Mais alors, si ce n'est pas une conquête venue de l'extérieur, comment les premiers Israélites sont-ils apparus en Canaan? Quelle est l'explication archéologique selon Finkelstein et Silberman? Alors là, on touche à un des points les plus révolutionnaires, on peut dire, de leur thèse. C'est basé sur les résultats des prospections archéologiques systématiques menées dans les hautes terres centrales de Canaan, la future Samarie et la Judée. Qu'est-ce que ces prospections ont montré? Elles ont révélé l'apparition assez soudaine, vers 1200 avant Jésus-Christ, donc au tout début de l'âge du fer 1, de centaines de petits villages. Des villages non fortifiés,
nouveaux. Et comment étaient ces villages? Qu'est-ce qui les caractérisait? Eh bien, ils étaient très simples. Des maisons modestes, souvent construites selon un plan typique qu'on appelle la maison à 4 pièces. La poterie était utilitaire, simple, et surtout, point très important, il s'inscrit dans la continuité des traditions locales cananéennes du bronze récent. Ah, donc pas une poterie importée ou radicalement différente? Non, une continuité. On trouve aussi beaucoup de silos à grains, ce qui indique une économie basée sur l'agriculture et l'élevage, une économie de subsistance. Et autre point frappant, on note très peu de signes de hiérarchie sociale, pas d'édifices publics ou administratifs imposants, pas d'objets de luxe importés, très peu d'armes et une quasi-absence d'écriture à cette première phase. Une société plutôt égalitaire et rurale donc? Mais qui étaient ces gens? D'où venaient-ils s'ils n'étaient pas des envahisseurs? L'interprétation de Finkelstein et Silbermann, justement basée sur cette continuité de la culture matérielle, poterie, architecture, c'est qu'il ne s'agissait pas d'étrangers venus d'Égypte ou du désert. C'étaient des populations indigènes de Canaan. Indigènes, c'est-à-dire? Probablement des groupes de pasteurs semi-nomades, d'agriculteurs marginalisés, qui vivaient déjà dans les hautes terres ou en périphérie des grandes cités cananéennes de la plaine pendant l'âge du bronze. Et pourquoi est-ce qu'ils se seraient sédentarisés et multipliés précisément à ce moment-là, vers 1200 Jésus? Auteurs suggèrent que c'est une conséquence directe de l'effondrement du système des cités-États cananéennes dont on parlait. Ces cités ne pouvaient plus assurer ni la sécurité, ni les échanges économiques, notamment fournir des surplus de céréales à ces populations des marges. D'accord. Du coup, ces groupes des hauteurs se seraient repliés sur une agriculture de subsistance plus intensif, plus autonome, ce qui a mené à la création de ces nombreux petits villages. Et l'identité israélite, elle se serait formée progressivement au sein de ces groupes autochtones, sur place. C'est une émergence interne, en quelque sorte, plutôt qu'une invasion ou une conquête. Ça change vraiment la perspective. Mais alors, d'où vient le récit de la conquête de Josué avec ses batailles, ses miracles? Eh bien, pour Finkelstein et Silbermann, c'est un peu comme pour l'Exode. Ce serait une composition plus tardive, essentiellement du 7e siècle avant Jésus-Christ, encore une fois sous le règne de Josias. Une sorte de propagande? On peut dire une épopée théologique en tout cas, qui visait à légitimer les revendications territoriales de Josias sur l'ensemble de Canaan, y compris les territoires du Nord. Et ce récit a pu réutiliser d'anciennes légendes locales, peut-être associées à des ruines impressionnantes qui étaient visibles dans le paysage. Des histoires pour expliquer les ruines? Voilà ce qu'on appelle des récits étiologiques, des histoires qui expliquent l'origine d'un nom de lieu, d'une ruine. Et ces histoires auraient été intégrées dans un grand récit pour marteler un message théologique central. La fidélité à YHW donne la victoire et la possession de la terre promise. Et la période qui suit Josué dans la Bible, celle des juges, Déborah, Gédéon, marquée par le chaos, l'apostasie, puis le salut par des chefs charismatiques. Archéologiquement, cette période correspond à la vie de ces centaines de villages du début de l'âge du fer qu'on vient de décrire. Finkelstein et Silbermann y voient une société rurale, simple, probablement assez fragmentée, luttant pour sa survie, assez différente du tableau biblique de guerres incessantes et de grandes coalitions tribales. Donc les juges, Les figures des juges étaient sans doute des chefs locaux réels, influents dans leur région, dont les histoires, les exploits ont été collectés plus tard et intégrés, réinterprétés dans un cadre théologique précis, ce cadre qu'on appelle deutéronomiste. justement ce terme deutéronomiste, vous l'avez mentionné plusieurs fois. Pourriez-vous préciser ce qu'il signifie dans leur analyse? Oui, c'est important. Le terme fait référence à une école de pensée ou un courant de rédaction qui est fortement influencé par le style et surtout les idées théologiques qu'on trouve dans le livre du Deutéronome. Quelles sont ces idées clés? L'insistance sur l'alliance exclusive entre Israël et son Dieu, Yahweh, la nécessité de centraliser le culte à un seul endroit, qui sera Jérusalem, et surtout l'idée que la fidélité à la loi divine entraîne la bénédiction, la possession de la terre, la prospérité, tandis que l'infidélité, l'idolâtrie, la désobéissance mènent inévitablement au châtiment divin. La défaite, l'exil. Et Finkelstein et Silbermann situent quand et où cette pensée? Il pense que l'essentiel de cette grande œuvre historiographique, qui couvre les livres de Josué, Juges, Samuel et Rois, a été composé ou au moins édité de manière décisive au 7e siècle avant Jésus-Christ, à Jérusalem, à la cour du roi Josias, pour soutenir son programme de réforme religieuse et d'unification nationale. Compris.
Ça nous amène logiquement à l'étape suivante, l'instauration de la monarchie. La Bible nous parle de Saül, puis surtout de David et Salomon, d'un royaume unifié, puissant, prestigieux, avec Jérusalem comme capitale d'un vaste empire au Xe siècle avant Jésus-Christ. L'âge d'or, en quelque sorte. C'est l'image biblique, oui, l'âge d'or. Mais Finkelstein et Silberman remettent fortement en question cette image pour le Xe siècle. Selon eux, l'archéologie ne fournit pas de preuves convaincantes d'un grand empire unifié à cette époque. Et Jérusalem? Jérusalem, au Xe siècle, était probablement encore un centre assez modeste, un bourg dans les montagnes de Juda. Pas la capitale monumentale capable de gérer un tel état. Mais alors, qu'en est-il des constructions impressionnantes, les portes à tenailles, les palais qu'on a trouvés à Megiddo, à Zor, Gézer, et qu'on a longtemps attribués à Salomon? Ah, ça c'est un point absolument central de leur réévaluation chronologique. C'est ce qu'on appelle souvent la chronologie basse, l'ochronologie. En réexaminant de près la poterie associée à ces constructions et en utilisant des datations au carbone 14 plus précises et plus nombreuses, Finkelstein et d'autres archéologues proposent de dater ces structures monumentales non pas du Xe siècle, l'époque de Salomon, Mais de quand alors? mais du IXe siècle avant Jésus-Christ. Et ils les attribuent non pas au royaume unifié de David et Salomon, mais au royaume du Nord, le royaume d'Israël, en particulier à la puissante dynastie qu'on appelle les Omrides, Omri et son fils Achab. Donc, ces grands travaux seraient l'œuvre du royaume du Nord, un siècle plus tard. C'est une réinterprétation majeure. Cela dit, on a bien trouvé la stèle de Teldan, qui date du IXe siècle et qui mentionne la maison de David, non? Oui, tout à fait. Et cette stèle est extrêmement importante. Elle confirme qu'au IXe siècle, il existait bien une dynastie régnant sur Juda, au sud, qui se réclamait de David. Ce que Finkelstein et Silberman contestent, ce n'est pas l'existence de David comme figure fondatrice pour le royaume de Juda, c'est l'historicité du grand empire unifié et de la Jérusalem fastueuse telle que décrit dans la Bible pour le Xe siècle. D'accord. Ils soulignent au contraire que l'archéologie semble montrer une différence marquée et assez ancienne entre le nord, futur royaume d'Israël, plus densément peuplé, plus ouvert sur l'extérieur, potentiellement plus riche et complexe, et le sud, futur royaume de Juda, plus rural, plus isolé, plus pastoral. Ce qui nous amène naturellement à l'histoire des deux royaumes séparés, après la scission racontée dans la Bible, Israël au nord, Juda au sud. Comment l'archéologie dépeint leur développement respectif? Est-ce qu'elle confirme cette différence? Elle la confirme et même elle l'accentue fortement pour les premiers siècles. Au 9e et 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est clairement le royaume d'Israël au nord qui est la véritable puissance régionale. La dynastie des Omrides, en particulier, bâtit un État fort, centralisé, avec une capitale impressionnante, Samarie, et des centres administratifs très développés comme Megiddo, Hazor, Jezréel. On a des preuves de cette puissance? Oui, on a des preuves archéologiques, l'architecture monumentale, les systèmes d'eau sophistiqués, et aussi des preuves textuelles externes. Les Assyriens mentionnent le royaume d'Israël et sa force militaire, la stèle de Mécha, roi de Moab aussi. Juda, le royaume du sud, pendant ce temps, reste beaucoup plus modeste, plus pauvre, plus isolé. Jérusalem ne commence à devenir une ville d'importance qu'à partir de la fin du 8e siècle, voire au début du 7e. C'est intéressant parce que le récit biblique, lui, qui est largement écrit du point de vue de Juda, il donne plutôt l'impression que c'est Juda et la lignée de David qui ont toujours eu la primauté, non? Exactement. Et c'est là tout l'argument de Finkelstein et Silberman concernant l'historiographie deutéronomiste, composée selon eux au 8e siècle à Juda. Cette histoire réinterprète le passé en minimisant la puissance et surtout la légitimité religieuse du royaume du Nord jugé idolâtre et apostat dès sa création avec Jéroboam Ier, et en même temps elle exaltait la dynastie davidique de Juda et la centralité de Jérusalem pour soutenir les ambitions politiques et religieuses du roi Josias à leur époque. Une réécriture de l'histoire à des fins politiques et théologiques, en somme. C'est leur lecture, oui. Le royaume du Nord, Israël, finit par être détruit par le puissant empire assyrien. Oui, c'est une fin brutale. Ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, Téglat-Phalasar III annexe la Galilée et la Transjordanie vers 732 avant Jésus-Christ. Puis Sargon II prend la capitale Samarie vers 720 ou 720. Les Assyriens pratiquent des déportations massives d'une partie de l'élite et de la population, c'est confirmé par leurs propres annales et par l'archéologie en Galilée notamment. Mais tout le monde n'est pas déporté, non? Non,
Finkelstein et Silberman, en s'appuyant sur l'archéologie, soulignent qu'une partie significative de la population israélite est restée sur place, en particulier dans les collines de Samarie. L'idée d'une disparition totale du royaume du Nord est nuancée. D'accord. Et c'est après cet effondrement du Nord que le royaume de Juda, au sud, connaît son apogée. Oui, c'est un peu paradoxal, mais c'est sous la domination assyrienne que Juda va connaître une période de développement important, mais avec des hauts et des bas. D'abord, il y a le règne d'Ézéchias, à la fin du 8e siècle. La Bible le présente comme un roi très pieux qui a fait des réformes religieuses. Et l'archéologie? L'archéologie confirme surtout ses grands travaux de défense à Jérusalem face à la menace assyrienne. L'énorme mur large, le tunnel de Siloé, pour assurer l'approvisionnement en eau, avec sa fameuse inscription. On retrouve aussi de nombreuses anses de jarre, avec des sceaux royaux LMLK, probablement liés à la collecte de provisions en vue du siège. Mais il y a eu l'invasion de Sennachérib en 701. Oui, et elle a été terrible pour Juda. L'archéologie montre la destruction violente de nombreuses villes judaines, notamment Lachish, dont le siège et la prise sont illustrés de façon très détaillée sur les bas-reliefs assyriens retrouvés à Ninive. La région de la Shophéla, en particulier, est dévastée. Jérusalem est assiégée mais finalement épargnée, probablement contre le paiement d'un très lourd tribut, ce que les sources assyriennes confirment aussi. Ensuite, après Ézéchias, vient le très long règne de son fils Manassé, au 7e siècle. Lui, il a une très mauvaise réputation dans la Bible, présenté comme le pire des rois idolâtres. C'est le jugement théologique postérieur, écrit par les deutéronomistes qui le tiennent pour responsable de la future destruction de Jérusalem. Mais Finkelstein et Silberman notent que d'un point de vue d'historique et archéologique, ce très long règne de Manassé, plus de 50 ans, en tant que vassal loyal et soumis de la Syrie, correspond en fait à une période de stabilité et même de prospérité relative pour Juda. Ah, bon. Comment ça? Le royaume s'intègre dans l'économie de l'Empire assyrien. Il y a un développement de la production et de l'exportation d'huile d'olive, par exemple. Le commerce avec l'Arabie via les ports philistins, contrôlés par la Syrie, se développe aussi. Et l'archéologie montre une croissance démographique, une extension de l'habitat, y compris à Jérusalem. C'était une période de paix forcée, mais de développement économique. Et on arrive enfin à Josias, à la fin du 7e siècle, le roi modèle de l'historiographie deutéronomiste, celui sous qui la Bible aurait été en grande partie écrite, selon Éphèse. Exactement. Josias profite du déclin rapide de l'Empire assyrien pour affirmer son indépendance et lancer un programme politique et religieux très ambitieux. C'est la fameuse réforme deutéronomique. Centralisation du culte à Jérusalem, éradication des autres lieux de culte ou des cultes jugés étrangers, le tout basé sur la découverte d'un livre de la loi dans le Temple, livre qui est généralement identifié comme une forme ancienne du Deutéronome. Et il a aussi des ambitions territoriales. Oui, il tente une politique d'expansion vers le nord, vers les anciens territoires du royaume d'Israël, laissés vacants par les Assyriens en déclin. L'archéologie permet de suivre cette influence judéenne croissante par la diffusion de types de poteries spécifiques, de sceaux, les sceaux à rosette succèdent aux sceaux LMLK, de figurines caractéristiques de Juda. Mais l'étendue réelle de son contrôle sur le nord, notamment sur des sites comme Megiddo ou la Samarie, reste débattue parmi les archéologues. Et ce programme ambitieux prend fin brutalement. Oui, avec sa mort inattendue à Megiddo en 609 avant Jésus-Christ, alors qu'il tentait de s'opposer au passage de l'armée du pharaon égyptien Nécho II, qui montait aider les derniers Assyriens contre les Babyloniens. Cette mort marque la fin brutale de ses ambitions et de l'espoir qu'il incarnait pour les deutéronomistes. Mais la fin de Juda n'est pas encore arrivée. C'est la nouvelle puissance montante, Babylone, qui va s'en charger. En effet, après une période de confusion et de vassalité fluctuante entre l'Égypte et Babylone, c'est Nabuchodonosor II, le roi de Babylone, qui va mettre fin au royaume de Juda. Il intervient une première fois en 597 avant Jésus-Christ. Il prend Jérusalem, déporte le jeune roi Joachim et une partie de l'élite politique, militaire et artisanale à Babylone. C'est confirmé par les chroniques babyloniennes. Et une deuxième fois? Oui. Après une dernière révolte menée par le roi Sédécias, installé par les Babyloniens, Nabuchodonosor revient. Et cette fois, c'est la destruction totale. En 587 ou 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem est prise, incendiée, le temple de Salomon est détruit.
une seconde déportation plus importante a lieu. L'archéologie confirme très bien ces couches de destruction massive à Jérusalem, à Lachish, le niveau 2, et dans d'autres sites judéens. C'est le début de l'exil à Babylone. La Bible donne parfois l'impression que la terre de Juda est devenue vide, abandonnée. C'est une image forte, mais que Finkelstein et Silberman contestent, là encore en s'appuyant sur les prospections archéologiques. Celle-ci montre qu'une population, certes réduite et appauvrie, est restée à Juda, en particulier dans la région de Benjamin, juste au nord de Jérusalem, qui semble avoir été moins touchée. L'exil a surtout concerné l'élite politique, religieuse, intellectuelle et militaire. C'est un traumatisme national majeur, bien sûr. Mais c'est aussi paradoxalement une période d'intense activité littéraire et théologique parmi les exilés à Babylone, qui réfléchissent aux causes de la catastrophe et à l'avenir. C'est là que l'histoire est encore une fois réécrite ou complétée. C'est une période absolument clé pour la finalisation de nombreux textes bibliques. L'histoire du Deutéronomiste, Josué roi, est probablement relue, complétée, pour expliquer la catastrophe, souvent en insistant sur les fautes des rois passés, comme Manassé qui devient le grand responsable. Et de nouvelles traditions se développent ou sont mises par écrit, comme celles associées à ce qu'on appelle la source sacerdotale, ou P, dans la théorie documentaire. La source sacerdotale, les lignées sacerdotales et davidiques, l'organisation du culte, la pureté. Elle insiste aussi beaucoup sur le lien indéfectible entre Dieu, le peuple et la terre promise, notamment à travers les récits des patriarches et de l'alliance avec Abraham. Tout cela visait à maintenir l'identité et la cohésion du groupe judéen en exil, loin de sa terre et de son temple. Puis vient le retour d'exil permis par les Perses. Oui, lorsque Cyrus le Grand conquiert Babylone, il promulgue un édit vers 538 avant Jésus-Christ, autorisant les peuples déportés, y compris les Judéens, à rentrer chez eux et à reconstruire leur sanctuaire. C'était une politique impériale perse visant à s'assurer la loyauté des élites locales. Et le temple est reconstruit à Jérusalem. Oui, non, sans difficulté. Il est menu par des figures comme Zorobabel, un descendant de la lignée de David, et le grand prêtre Josué. Le second temple est achevé et dédicacé vers 516 avant Jésus-Christ, mais la communauté qui revient de Babylone, qu'on appelle la Gola, est souvent en tension avec les populations qui étaient restées sur place ou les peuples voisins, notamment les Samaritains. Et c'est là qu'interviennent les figures importantes d'Esdras et Néhémie, un peu plus tard, au milieu du 5e siècle. Exactement. Il joue un rôle absolument crucial dans la structuration de cette communauté juive post-exilique dans la petite province perse de Yéhoud, la Judée. Esdras, le scribe venu de Babylone avec une autorisation impériale, impose la loi de Moïse, sans doute le Pentateuque, dans une forme très proche de celle que nous connaissons comme constitution de la communauté. Il lutte aussi vigoureusement contre les mariages mixtes pour préserver l'identité religieuse et ethnique du groupe des revenants. Et Néhémie ? Néhémie, lui, est nommé gouverneur par les Perses. Son grand œuvre, c'est la reconstruction des murailles de Jérusalem, pour assurer la sécurité et l'autonomie de la ville et de la communauté face aux voisins hostiles. C'est vraiment la naissance du judaïsme du Second Temple, une communauté qui n'est plus définie par un roi, mais par son attachement au temple reconstruit, à ses prêtres, et surtout à la loi écrite, la Torah. L'influence des traditions sacerdotales, P, est très forte dans la forme finale du Pentateuque. Bon, ce parcours à travers les analyses de la Bible dévoilée nous montre une histoire, disons, complexe, et souvent assez différente de l'image qu'on peut avoir en lisant la Bible de façon littérale. Si on devait résumer l'argument principal de Finkelstein et Silberman. Eh bien, ils soutiennent que l'archéologie, quand on l'examine sur le long terme et avec les méthodes critiques actuelles, elle révèle plutôt une émergence indigène des Israélites en Canaan et non une conquête militaire venue de l'extérieur. Elle montre aussi une primauté historique et une puissance plus grande du royaume du Nord, Israël, sur celui de Juda pendant plusieurs siècles. Et surtout, ils argumentent pour une composition ou une rédaction majeure de nombreux récits fondateurs de la Bible, patriarches, exodes, conquêtes, histoire des rois, à une époque relativement tardive, principalement le 7e siècle avant Jésus-Christ, sous Josias, puis pendant et après l'exil à Babylone. Et cette écriture aurait été motivée par des agendas théologiques et politiques précis. Construire une identité nationale unifiée autour de YHR et de Jérusalem, justifier des revendications territoriales, expliquer les catastrophes subies et maintenir l'espoir face aux grands empires voisins.
Tout cela soulève une question fondamentale, peut-être pour conclure notre échange, en confrontant ainsi le texte sacré, la Bible, aux découvertes archéologiques, aux vestiges matériels, comme le font Finkelstein et Silberman. Comment notre regard sur la Bible elle-même peut-il évoluer? Oui, c'est la grande question. Est-ce que cette mise en contexte historique et archéologique, qui parfois bouscule une lecture littérale, est-ce qu'elle affaiblit la portée de ces textes anciens? Ou bien est-ce qu'au contraire, elle pourrait l'enrichir? Peut-être en nous faisant mieux comprendre les circonstances humaines, très concrètes, les débats, les crises, les espoirs, les intentions profondes qui ont présidé à la longue et complexe élaboration de ce texte extraordinairement influent à travers les siècles. Une réflexion à poursuivre. C'est une réflexion que l'on peut laisser à chacun, effectivement.